Philippe, je voudrais que tu nous rejoignes pour ce mot de conclusion et surtout nous dire, puisque tu étais le grand témoin, c'est quoi le témoignage que tu souhaites qu'on garde de cette très belle journée? Merci Pierre-Yves. Alors je me pose encore la question d'ailleurs, puisque la définition de grand témoin, je mets le micro, m'interpelle. Alors je dois vous avouer que quand j'ai accepté d'être grand témoin de cette journée, je ne connaissais pas la richesse des intervenants et surtout le niveau d'implication de chacun. Donc je vous en félicite, mais ça ne me facilite pas la tâche pour essayer de faire une micro-synthèse. En tout cas, ce que je voulais déjà dire en préambule, c'est féliciter l'organisation de cette journée Énergie Meeting à Nantes. Également, l'implication, je l'ai déjà dit, des différents intervenants qui veulent œuvrer pour des changements rapides, probablement radicaux, mais je voudrais, enfin je ne vais pas reprendre tout de suite mes mots conclusifs, mais aussi travailler sur l'envie de faire, puisque c'est aussi un sujet qui a un petit peu été oublié de tous ces sujets-là, c'est qu'on est en train de se lancer sur une révolution probablement dans nos pratiques, mais cette révolution ne pourra pas se faire uniquement sous des contraintes. Donc, encore une fois, je vais essayer de reprendre les différentes interventions avec quelques mots-clés, et en tant que profane sur beaucoup de sujets, je vais être probablement extrêmement maladroit, mais vous saurez tout à fait rectifier les sujets. Alors, mon propos va tenir en trois parties, les mots-clés des différents intervenants. Ensuite, j'ai essayé de faire une peut-être synthèse, enfin plus exactement une stratégie que pourraient proposer les architectes pour que les acteurs de la construction puissent, dans des rapports professionnels, à la fois amicaux et d'envie, mettre en œuvre dans les délais les plus rapides tous les éléments absolument nécessaires pour réussir cette transition écologique. Alors, je commence directement et je me lance sur la première opération. C'était l'opération Dolmen. Alors, je vais être très bref sur les mots-clés. Moi, ce que j'en retiens, c'est qu'effectivement, à partir d'un ouvrage qui était, je ne vais pas être gentil pour mes confrères de l'époque, mais relativement banal, mais cependant qui a rempli ses fonctions pendant un certain nombre d'années à Saint-Nazaire, nos confrères, avec efficacité, ont proposé d'une manière radicale beaucoup plus de confort, beaucoup plus d'espace sur cette opération, et tout ça en affirmant un caractère extrêmement singulier, un nouveau caractère singulier à cette opération. Donc, ça permet tout simplement de couper court au débat sur des bâtiments des années 60, 70, d'ailleurs qui n'étaient pas faits forcément pour rester plus d'une dizaine d'années, c'était la commande de l'époque, peuvent retrouver une seconde vie avec plus que de l'harmonie, aussi de l'élégance. Je vais venir au point numéro 2, alors l'ingénierie financière. Alors, je ne suis pas du tout un spécialiste, donc je ne vais pas énormément développer, mais ce que j'ai compris sur effectivement la réhabilitation des écoles brestoises, c'est que les financiers nous disent que des solutions existent. Et ça nous rassure. Donc on va laisser travailler sur ces sujets-là et nous apporter les financements qui nous seront nécessaires pour ces opérations et pour rassurer bien évidemment nos maîtres d'ouvrage. Énergie Spong, Axel David, qui m'a effectivement un petit peu attrapé au vol sur ma réaction par rapport à cette proposition de masse de réhabilitation industrialisée, puisqu'on avait eu des échanges lors du lancement de cette opération qui étaient interrogatives, presque même un petit peu inquiètes de la part des architectes, enfin en tout cas de l'institution ordinale. Eh bien, il nous a présenté quelques solutions vertueuse, qui pour moi reste malgré tout à mi-chemin du high-tech. On n'a pas encore atteint complètement les objectifs de low-tech, donc Axel, c'est bien, il faudra un petit peu faire mieux la prochaine fois. Cependant, je rappellerai que sur ces opérations, je les trouve exemplaires quand elles sont réalisées, quand elles sont commanditées par un maître d'ouvrage vertueux. Ce process de conception-réalisation, effectivement, peut-être de dialogue, ne fonctionne que quand tout le monde a envie de dialoguer ensemble et pas forcément avoir des prises de pouvoir commercial d'une des parties.
les architectes présents dans la salle, mais également les ingénieurs reconnaîtront un peu des fois les dérives de ces méthodes d'achat ou de passation de marché. Le quatrième sujet, ça a été la proposition d'outils pour proposer à la fois de l'évaluation de ces bilans carbone, de labellisation nouvelle. Et ce que j'ai particulièrement apprécié dans les interventions, c'est également l'attitude des intervenants en disant que ces outils ne seront pas suffisants. Et moi, j'aime beaucoup l'humilité dans nos différentes actions, en sachant que ce n'est pas grâce à un système qu'on va atteindre un résultat lié à des défis aussi importants que ceux que l'on a. Donc j'ai beaucoup apprécié que des gens qui font des normes, qui font des labels, aient parfois un petit peu des doutes sur l'accumulation de ces labels vers un résultat optimal. Également, la prise en compte de la valorisation des filières locales, notamment en ce qui concerne toutes les économies circulaires. On parlait du réemploi, et je crois que Nantes Métropole s'y est appliquée. Autre intervention, alors là, qui était un petit peu plus poétique, c'était celle de l'agence Tacle, je crois, par le biais de l'opération Alta, qui nous a montré que la conjugaison entre une réhabilitation relativement lourde et des constructions neuves pouvait amener une proposition qui va véritablement magnifier l'ensemble. Et sur ce sujet qui, à la base, était à la fois complexe, je dois dire qu'on peut aussi le singulariser par de l'émotion architecturale accessible à tous au quotidien. Les habitants vont pouvoir profiter plus exactement d'une architecture avec des volumes personnalisés, des grands volumes, de la lumière, un respect du patrimoine, des ruelles qui parfois peuvent être détournées de leurs usages éventuels, et cette couture urbaine dans un bâti ancien banal, eh bien c'est encore une fois de démontrer que tout est possible. Il suffit juste de réfléchir un peu, même beaucoup. La 7e intervention était consacrée à une rénovation sur la copropriété. Alors, hormis la prouesse technique de refaire une façade sur 11 étages, j'avoue qu'il était aussi important aujourd'hui de retrouver un maître d'ouvrage qui était un peu différent. On sort du curseur du maître d'ouvrage qui peut être public, qui peut être un bailleur, qui peut être un grand groupe. Là, on est sur une copropriété. En tant qu'architecte, la copropriété peut être vue un peu comme la bête noire. Vous avez 150 personnes en face de vous qui pensent tous différemment et qui vont tous avoir un avis sur votre projet. Donc je félicite évidemment notre confrère qui a proposé et surtout qui a réussi à unifier les copropriétaires pour cette rénovation énergétique ambitieuse. Le projet Cléa. Alors là, c'est très complexe. J'ai trop peu de temps pour développer tous les sujets. Cependant, moi, les mots-clés qui m'intéressent beaucoup, c'était des mots qu'on oublie dans les programmes. C'est vivre, ressentir et s'épanouir. Et ces trois mots-là sont beaucoup trop souvent oubliés par des soucis de chab, etc., de rentabilité, de prix au mètre carré. Donc de qualifier ces choses-là par des mots liés à non pas vivre simplement, d'ailleurs on n'y vive ni survivre, mais bien vivre. Et ça, encore une fois, on n'arrivera pas à mobiliser à la fois des investissements personnels sans pouvoir donner en contrepartie du plus. Le projet de la Bretonnière à Angers donc, nous a proposé de limiter l'artificialisation du sol. Et là, j'y ai trouvé, moi, pour le différencier des autres projets, le sujet de la bioclimatique qui a été évoqué avec du low-tech. Voilà, je n'ai pas beaucoup plus à développer puisque, effectivement, le plan est très bien composé. On recrée et on retravaille sur une échelle humaine, une échelle de quartier, et en respectant, bien évidemment, les habitants. En numéro 10,
Alors là, on a eu les réglementations majeures. Et en fin de compte, et ça fait aussi du bien d'avoir des alertes, de se faire un petit peu secouer, en nous citant des chiffres, d'ailleurs, dont pour moi sont un petit peu abstraites, même si je vois à peu près quelles sont les conséquences. Et nos alerteurs sont aussi, je parle pour les architectes, de par leur implication auprès des maîtres d'ouvrage et les décideurs, nos principaux alliés. Donc, servons-nous, nous, en tant qu'architectes, de ces alerteurs qui vont travailler sur les normes, qui vont dire que ça ne va pas être nécessaire, qui vont dire qu'il faut faire tout de suite pour convaincre nos décideurs de faire plus et plus vite. La maison de l'enfance d'Angers aussi a été largement développée. Encore une fois, on a montré que sur un projet qualitatif, on pouvait, aussi pour des raisons économiques, il ne faut pas non plus oublier ce sujet-là, travailler sur de la préfabrication d'un certain nombre d'éléments. Le bémol, mais effectivement, que j'évoquerai tout à l'heure, c'est qu'il faudra penser à proximité et industrialisation. Il faudra peut-être faire attention à ce que cette industrialisation à l'excès ne soit pas sur un dépaysement beaucoup trop lointain, auquel cas le bilan carbone et tout ce qu'on voulait réinstaurer sur une société plus respectueuse des gens qui y habitent serait dépassé. Ensuite, le projet de La Poste, dont l'agence d'architecture, et j'arriverai jamais à prononcer le nom, donc je ne veux pas l'écorcher, chers confrères, nous a montré également, et d'après ses références, qu'on n'est pas obligé de faire des choses moches pour qu'elles soient efficaces et écologiques. Et ça, j'emploie volontairement le terme, on peut aussi avoir toujours de l'architecture qui soit des œuvres. Et là aussi, il faut militer pour continuer d'avoir des bâtiments qui sont des bâtiments signal. Aujourd'hui, le bâtiment signal, par son échelle, devient la zone commerciale. Je crois qu'il faut aussi réattribuer les choses pour que les gens s'identifient auprès de bâtiments qui peuvent être emblématiques et des bâtiments de partage. Donc merci, et vous avez démontré, de par le programme, mais également par rapport au sujet proposé, que, avec honnêteté, vous étiez quand même qu'à mi-chemin par rapport aux exigences de demain. Ensuite, et j'en conclurai pour les sujets des intervenants, eh bien on a eu le retour d'expérience des ingénieurs. Ce n'était pas la partie la plus poétique de la journée, mais cependant, encore une fois, je les remercie pour la clarté de leurs propos, pour leur sérieux et pour leur disponibilité. Et pour connaître Vincent, je sais qu'il sait ce que ça veut dire quand je lui dis cela. Bon, voilà. Il te reste autour de 5 minutes. Waouh! Bon, alors, je vais faire vite. Le constat, je reprends, alors du coup, là, moi, j'ai refait un résumé. C'est difficile quand même. On me dit, je suis grand témoin, j'assiste à 6 heures de conférence et j'ai 10 minutes pour tout faire. Voilà. Constat, dérèglement climatique, tout le monde est d'accord, juste un chiffre qui n'a pas été cité, alors je vais effrayer encore plus tout le monde, 2050, hausse du niveau des mers, en France, 1,4 million de personnes vont être concernées, dont sur 850 communes. Voilà, bref. 2100, 200 jours de canicule qui vont être probablement avec des risques pour la vie des gens, si jamais ils ne se protègent pas d'une manière efficace. Deuxième constat. On ne l'a pas trop parlé, mais je voudrais en parler parce que c'est une vraie crise sociétale. Il y a du mal-logement, il y a des crises sociales, il y a une précarité, précarité au logement pour 12 millions de personnes en France. Il faut quand même l'intégrer, il faut avoir ce chiffre en tête. On va aussi rappeler pour le mal-logement, depuis 20 ans, malgré toutes les normes, malgré tous les sujets, malgré toutes les bonnes intentions de tous, on a une perte de qualité dans les logements. Une perte de qualité ressentie. Je ne parle pas d'une perte de qualité en chiffres, je parle ressenti. On a des logements qui sont un petit peu plus petits, mais surtout dont les espaces de partage sont beaucoup plus petits par rapport à certaines réglementations, mais on a également des volumes qui sont beaucoup moins confortables. Et troisième sujet, l'épuisement des ressources. J'en viens aux solutions, comme ça, je vais gagner du temps. Je crois que la conclusion, c'est également de renforcer les territoires. L'échelle de tous nos sujets, de tous nos projets, doit être gérée
sur le sujet qui doit être la proximité. La proximité, c'est la proximité, emploi, logement, culture, services, loisirs. Donc il faudra, et je parle en tant qu'architecte urbaniste, que dans tous nos projets qui peuvent être parfois des fois décorrélés de l'environnement, de le rappeler. De rappeler qu'au final, si on fait avec le programmiste, s'il y a un programmiste, ou si on participe au programme en disant « mais écoutez, il va falloir qu'on parle à la personne de la parcelle ou des bâtiments voisins, parce qu'en fait, on est obligé de construire ensemble. Il va falloir peut-être qu'on s'abrite, je parle de l'ombre portée, pourquoi pas, du bâtiment d'à côté, plutôt que de le subir. » Donc la proximité est un mot extrêmement important. Il faut évidemment, au niveau des transports, à partir de là, effectivement, on va se limiter sur un certain nombre de transports qui peuvent être polluants, voire subis. Le nombre de personnes qui subissent un transport en automobile parce qu'il n'y a pas de transport en commun est extrêmement important. Donc, évidemment, l'étalement urbain sera complètement à repenser. Évidemment, prioriser des constructions sur des terres stériles, non pas des terres qui pourraient produire à la fois des végétaux et pourquoi pas de l'alimentation. Le deuxième sujet, c'est la politique de l'habitat. La politique de l'habitat, ce n'est pas une politique économique, c'est une politique sur le cadre de vie. Donc là, également, solliciter nos pouvoirs publics de penser véritablement à une politique qui intègre les habitants, mais également tous ceux qui participent à la construction de leurs abris. Réparer la ville, je ne vais pas redire ce qui a déjà été dit 10 fois, la réhabilitation, la restructuration et la rénovation, c'est une évidence. Mais attention, la densification doit se faire toujours à l'échelle humaine. L'intervention j'ai oublié d'en reparler tout à l'heure, mais l'intervention de pouvoir voir d'une manière, par le prisme du droit des sols, des capacités à absorber des logements supérieurs en surface, devra se faire par rapport aussi à l'envie des habitants et des habitants existants, bien évidemment, pour pouvoir accueillir cette nouvelle population. Sinon, on va créer des problématiques qui n'existent pas jusque-là. Changer nos pratiques, la sobriété, sur l'isolation, sur les orientations, sur également le travailler avec le végétal. Je parle en tant qu'architecte, mais le végétal fait partie de notre palette pour la construction. On parlait de toits végétalisés, mais au-delà, il va probablement falloir, plutôt que de couper des arbres, mais savoir qu'il y a des brise-soleil, mais ce qui est bien dans un arbre, enfin sur un feuillu notamment, c'est que l'été, ça peut nous protéger un petit peu de la lumière et du soleil, et l'hiver, la lumière passe puisque les feuilles tombent. Alors certes, il y a des feuilles, mais si les terres sont un peu moins stériles, les feuilles disparaissent. Donc il faudra aussi qu'on porte ce message. Décarboner les constructions en développant les filières, j'en ai déjà parlé. Former, sensibiliser les professionnels, les usagers, c'est un autre sujet. Je garde juste 2 minutes pour la conclusion. Je vois qu'il y a un cahier avec une vingtaine de pages encore. Non, je suis à ma 9e page et c'est la dernière. Très bien. Pour répondre à ce formidable défi, il ne faut pas inventer. Il faut réinventer nos modes de conception et de construction. En réalité, on parlait de la palette qui nous est offerte pour construire. Tout est existant. Il faut juste qu'on prête un peu plus d'attention aux métiers et aux spécialisations de chacun quand elles existent. Il faut également donner la capacité aux chefs d'orchestre, au pluriel, à ceux qui organisent les choses, de pouvoir aussi rétablir des véritables relations de valeur et de respect entre les différentes professions. Donc l'intelligence de la main et l'intelligence de la conception n'est absolument pas incompatible, bien au contraire, elle doit rester au service. Donc ça, c'est donner l'envie de construire avec un contexte bâti, avec des maîtres d'ouvrage, avec des entreprises et privilégier des circuits courts. Et le mot de la fin, c'est pour l'architecture, je suis là pour ça. Vu l'ampleur des défis, vous avez tous compris dans mes propos que je pense qu'on ne peut pas se contenter d'accumuler des labels et des normes. Construire une architecture de qualité, ça ne peut être qu'un acte militant, et ça doit, pour répondre aux enjeux climatiques, j'écorche tous mes mots, être en harmonie avec les habitants et ceux qui la font, l'architecture. Donc voilà, j'espère que je suis resté dans le temps. Parfait. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Si vous voulez bien applaudir le président de l'Ordre.